Bonjour à tous, je vous souhaite tout de suite un très bon week-end et je vous dis un grand merci d'avoir décidé d'être en notre compagnie sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous connaissez ce programme, il s'appelle Ça va chauffer et ça chauffe effectivement pendant cette émission parce que nous abordons des thématiques qui provoquent la discussion, le débat et très souvent les réactions des Georgettes, c'est-à-dire des chroniqueuses de cette émission, eh bien, ne sont pas du tout tendres, quel que soit le sujet. Nous sommes heureux encore une fois d'être en votre compagnie. C'est pour bien amener ce week-end et j'espère que eh bien, vous allez rester avec nous pendant ces 90 minutes de cette émission. Je ne suis pas seul, bien entendu. Je suis sur un plateau éclaté, à commencer par Mami Sam qui est juste à côté de moi, 1 mètre quand même entre nous, pour respecter la distanciation physique ou sociale. Vous savez que le Covid, il a dérangé beaucoup d'habitudes chez les êtres humains. Eh bien, nous sommes obligés de respecter cela. Certains, beaucoup, sont en train de se faire vacciner. D'autres, en tout cas, il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde porte le masque partout où l'on est. Et il faut respecter toutes ces mesures barrières en attendant que l'on trouve le remède, le bon remède. Et j'espère que les scientifiques de la planète sont en train de le faire et que s'ils le trouvent, cela ne va pas provoquer toute la polémique qu'on a autour du vaccin. Bonjour Mami Sam. Bonjour Georges. Bonjour également à tous nos Georgettes. Je vais très bien. Et vous? Ça va. Si ça va bien chez vous, ça va bien chez moi. Non, ça va. Je vais très très bien ce matin. Je vais super bien même. Ça se voit pas? Si, ça se voit. Ah si. Non, ça va très bien ce matin. Ça se voit. J'espère que c'est le cas également pour tous ces téléspectateurs et auditeurs de la Belle TV qui nous regardent en ce moment. Un excellent week-end, on vous le souhaite et bienvenue dans Ça va chauffer. Ok, on va tout de suite prendre la direction du Gabon, à Libreville, pour retrouver Marisa. Marisa, comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Bonjour. Bonjour Monsieur Georges, bonjour Marie-San, bonjour à l'Afrique. Je vais parfaitement bien. Ma semaine s'est parfaitement bien passée. Surtout quand on tient compte des nouvelles mesures d'allègement qui ont été édictées par le gouvernement du côté du Gabon. Donc oui, la semaine s'est bien passée. On essaie de reprendre un peu la vie à la normale et donc voilà. Ça a été lourd pendant plus d'1 an, le couvre-feu, 18h, 20h, 21h, 22h, et puis après on le ramène à 18h. Là, il est à quelle heure maintenant? Là, il est à 21h pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. À 21h pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. OK. Et pour celles qui sont vaccinées? Ça veut dire en fait que les personnes qui ont déjà été vaccinées, elles sont libres de circuler à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Avec leur certificat de vaccination. Mais bon, est-ce qu'on peut penser que ça marche bien, ça avance dans le bon sens, qu'il y a beaucoup de Librevilleois, de Gabonais qui ont décidé de se faire vacciner? Oui, donc depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, il faut dire qu'il y a un certain engouement, beaucoup plus du côté des hommes que des femmes, mais après cela peut s'expliquer par les critères, parce qu'il y a des critères pour la vaccination. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller se faire vacciner. Il y a des personnes qui sont prioritaires, donc cela peut s'expliquer aussi par ça, mais sinon oui, il y a un certain engouement, quoique d'un autre côté de la population, l'avis sur la question est un peu mitigé parce qu'on n'est pas sûr, on se pose beaucoup de questions sur le vaccin qui nous est administré, mais le comité de pharmacovigilance et le COPIL, donc le COPIL qui est l'organisme de gestion de la crise sanitaire au niveau national, rassure les populations chaque jour, et le comité de pharmacovigilance, donc c'est un comité qui a été mis en place après le lancement de la campagne nationale de vaccination, et donc lui qui vise on va dire suivre les personnes qui ont subi le vaccin. Et donc ce comité là, les résultats sont plutôt bons dans ce sens où toutes les personnes qui ont déjà été vaccinées, aucune d'entre elles n'a encore présenté d'effets secondaires majeurs. Toutefois, on retient quelques petits effets secondaires, des vertiges, des maux de tête, mais vraiment sans plus.
Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une bonne campagne autour de la vaccination? Est-ce que les autorités ont décidé de communiquer, de faire en sorte que les populations de Libreville, du Gabon soient rassurées? Parce que c'est ça qu'il faut faire, dire ce que c'est qu'un vaccin et dire pourquoi il faut se faire vacciner. Ça marche? Il y a une bonne campagne autour de ça, selon vous? Oui, effectivement, il y a eu une grande campagne de sensibilisation qui a été lancée, notamment avec certains influenceurs et artistes gabonais. On a plein de publicités dans ce sens-là, d'aller se faire vacciner. Et comme je disais, il y a le comité de pharmacovigilance, lui qui est là pour relayer l'information en temps réel et vraiment rassurer les populations. Au-delà de ça, je parlais tout à l'heure du fait que les femmes ont une certaine réticence à aller se vacciner au regard des chiffres, parce qu'on parle là de 77% d'hommes dont le taux de personnes vaccinées est près de 21%, ou sinon un peu légèrement plus de femmes. Et là, il y a le ministre de la Santé qui a rencontré récemment les femmes leaders d'opinion, les femmes présidentes d'associations, au vu de justement leur demander de véhiculer le message auprès des adhérentes à leur association ou à leur formation politique. Alors, je ne vais pas le dire fort, mais je vais le dire quand même. Il paraît que là-bas, au Gabon, vous avez opté pour le vaccin chinois. Et le vaccin chinois, paraît-il, hein, en tout cas, c'est au Gabon, en tout cas, c'est à partir du Gabon que j'ai entendu ça, il augmente, je ne vais pas le dire fort, la libido. C'est vrai? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas juste opté pour le vaccin chinois. On est en attente du vaccin Sputnik 5 qui doit arriver également. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a eu des accords de partenariat avec plusieurs entités, avec plusieurs pays. Et le vaccin Sinopharm est le premier à avoir été réceptionné au niveau du pays. Donc c'est pour cela qu'on a commencé avec ce vaccin. Maintenant, on attend les autres vaccins, notamment le Sputnik 5 qui viendra de la Russie, parce qu'il y a aussi un accord qui est en train d'être ficelé. Et là, on est en train de réfléchir. Je veux dire, le gouvernement... Marisa, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? C'est vrai, toutes les infos que vous avez. J'arrive à votre question. Le gouvernement est en train de réfléchir à comment acheminer ce vaccin aussi. Maintenant, quant à la fiabilité du vaccin chinois, il faut dire que la non, question... Non, je ne parle pas de la fiabilité. Je parle de... Il paraît que ça augmente la libido. Vous n'avez pas entendu ça là-bas? Je ne sais pas, monsieur Jean. Vous avez entendu ça là-bas? Le comité de pharmacovigilance n'a pas communiqué là-dessus. Mais vous n'avez jamais entendu parler de ça là-bas à Libreville? Non, je n'ai pas encore entendu parler. Et comme je ne suis pas scientifique, je n'ai pas mené l'étude. En tout cas, en lisant certains articles, certaines réactions. Si c'est le cas, ce ne serait que bénéfique pour le Gabon. Il faut quand même retenir que nous sommes une population de moins de 2 millions. Alors, vous allez me dire... Donc, si on pouvait élever les chiffres, ce serait bien. Alors, dites-moi. C'est vrai que les militaires, hein, ils sont obligés de se faire vacciner. Tous les militaires. Oui, c'est vrai que les militaires sont obligés de se faire vacciner. On a pris la nouvelle et je pense que c'est surtout motivé par le fait que ce soit les militaires qui soient en première ligne contre la lutte de cette pandémie. Ce sont eux qui sont dans les checkpoints, ce sont eux qui sont devant les administrations. Et ça a commencé la vaccination des militaires? Oui, tout ça avec beaucoup de lenteur et de réticence, mais oui, ça commence. Ok, alors je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Marisa pour toutes ces informations. Permettez-moi d'aller juste à côté du Gabon, c'est le Cameroun qui est là, l'un des pays frontaliers du Gabon. Il y a à Douala notre chère Carole. Bonjour Carole. Carole, je suis avec vous. Levez les yeux. Voilà. Comment allez-vous? J'aime bien ce sourire. Bonjour à tous les gens. C'est un sourire qui nous rassure. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Oui. Bonjour à Malissam, bonjour à Marisa. Bonjour à tous. Il y a Mami Samb qui vous écoute. Bonjour Carole. Oui, notre doudoune, très très jolie. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour à toi. Je suis contente de te retrouver ce samedi matin.
Alors, le Voilà. Covid-Gate. Tu viendras bientôt à Douala pour me coiffer exactement pareil. Hein. Ah oui, hein? À condition que si je vienne à Douala, que tu me fasses sortir par contre. J'aimerais bien découvrir le Cameroun. Ah bon. Non, ça va aller. L'invitation va être Ouais. lancée. Hein? La demande est partie. On attend que Carole donc, donne une suite favorable à cette invitation. Alors Carole, Voilà. Carole, dites-nous, le Covid-Gate, vous en êtes où actuellement? Le Carole? défilé continue au niveau du tribunal criminel spécial du Cameroun. Ah oui? Oui, Georges? Oui, allez-y. Oui, il pleut énormément ici à Douala. Donc, Ah oui? C'est ça qui est en train de... Oui, il pleut actuellement, il pleut là. Je ne sais Très pas fort. si vous êtes en train d'entendre en fond sonore. Ah mais bon, vous parliez du Covid-Gate. Oui. Le défilé se poursuit au tribunal criminel spécial du Cameroun qui est chargé de la procédure judiciaire concernant ceux qui auraient détourné l'argent du Covid, Oui. l'argent qui était mis à disposition du gouvernement camerounais pour lutter contre les crises sanitaires causées par la pandémie du coronavirus. Donc, pensez que... Oui. il y a le Premier ministre... Pardon? Non, allez-y. Oui, Allez-y. alors ce qui chauffe à présent, j'ai suivi tout à l'heure dans l'émission de Tribune du mardi de Aziz, mes chers compatriotes qui débattaient de ce sujet-là très très intéressant. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le cas le cas qui concerne le ministère de la Recherche scientifique, à qui on avait remis de l'argent pour fabriquer de l'azithromycine, les deux médicaments qui constituent le protocole du traitement La chloroquine et de la l'azithromycine. COVID-19. Donc il y avait à peu près... Voilà, la chloroquine et l'azithromycine. Il y avait donc pour une somme de 4 milliards de francs qui avait été remis au ministère de la Recherche scientifique, lequel ministère a des départements, d'autres départements, d'autres directions, et il s'agissait de l'Institut de production du médicament. Donc la ministre est en train de dire qu'elle a remis les 4 milliards à celui qui était chargé de produire, parce que celui qui était chargé de produire ces médicaments avait fait une certaine campagne, une très très grande campagne dans les médias où il disait que le Cameroun, à travers cet institut-là, avait tout pour fabriquer ces deux médicaments-là. Donc le matériel de pointe, tout ce qu'il fallait, toute la technicité pour fabriquer l'azithromycine et la chloroquine. Alors lorsque l'argent est donc déboursé, les 4 milliards de francs CFA, ce monsieur-là qui est chargé de cet institut a fait un conseil d'administration extraordinaire où il a demandé que l'institut, par ses fonds, parce que le ministère de la Recherche scientifique a un budget et chaque direction, un budget compris dans le budget de l'État, et chaque direction a sa part là-dedans. Donc ce monsieur a demandé, j'ai pas envie de prononcer son nom, il a demandé que le conseil d'administration que le conseil d'administration vote donc de l'argent, un budget pour fabriquer cette chloroquine-là. Il ne parlait plus de l'argent donné par l'État camerounais. Donc il a pris de l'argent dans le compte, le budget prévu par l'État du Cameroun. Le budget habituel, le budget ordinaire. Budgétaire. Cette année 2021, c'est cet argent qu'il a pris pour fabriquer, qu'il aurait pris, je préfère utiliser le conditionnel puisque la procédure judiciaire est en cours, qu'il aurait pris pour fabriquer entre guillemets, parce que vous allez entendre ce que je vais dire tout à l'heure, fabriquer l'azithromycine et la chloroquine. Maintenant, on attend 5 millions de comprimés tels qu'il l'avait dit dans la campagne médiatique. Il était passé dans les médias pour le dire, que le Cameroun va fabriquer 5 millions de comprimés d'azithromycine. Donc pendant qu'on attend ces comprimés-là, on a les 4
milliards sont arrivés et ne sont pas allés directement dans sa poche. On a donné le marché à quelqu'un d'autre qui devait superviser et il se dit qu'il n'était pas content de ça et il a recommencé une autre campagne pour dire que le Cameroun n'était pas prêt à fabriquer ces comprimés-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on leur reproche, c'est que on a parlé de fabrication au Cameroun de ces deux comprimés, fabrication de l'azithromycine et de la chloroquine au Cameroun, mais les médicaments que la Chambre de commerce qui faisait l'audit est venue trouver au ministère de la Recherche scientifique, c'était des médicaments, on peut dire, c'était du faux, c'est-à-dire de l'azithromycine et de la chloroquine estampillés Made in Cameroun qui étaient plutôt importés de l'Asie. Donc l'argent n'a pas été utilisé pour fabriquer les deux médicaments. Ces médicaments ont plutôt été importés de l'Asie. Ils sont allés voir des amis du côté de l'Asie pour leur produire 5 millions de comprimés. Et arrivés au Cameroun, les médicaments ont été estampillés. Donc il y a eu du faux estampillé Made in Cameroun. Alors c'est bien dommage, Carole. Nous sommes en train de surfer depuis le début de la semaine. Il y a aussi... Je dis que c'est bien dommage parce que habituellement les scientifiques, les chercheurs disent qu'on ne met pas de moyens à leur disposition pour faire leurs travaux et puis pour une fois, grâce au Covid, beaucoup d'argent quand même, 4 milliards, c'est mis à leur disposition et puis bon, ça donne ces résultats. C'est vrai que l'enquête n'est pas encore bouclée, mais ça donne un résultat déjà, on va dire, lamentable. Oui. Ok. Alors, à part ça... Très lamentable. Je vais utiliser le terme utilisé par le président de la République lui-même, que le gouvernement, l'État était laxiste. L'État était laxiste, les prévaricateurs de fonds publics, etc. On a eu cette habitude-là de vivre dans la corruption, ce qui fait que même pour de simples petites choses, des choses qui sont tellement importantes pour la population, où on parle de vie ou de mort, les gens s'amusent encore avec cet argent parce que on est habitué à la corruption ici, au détournement des fonds publics. Vous savez que tout un gouvernement est actuellement vous savez que tout un gouvernement est actuellement en prison. Depuis bientôt 5 ans, on a mis le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement en prison. Ouais. Donc pour celui-ci, le nouveau ministre, le Premier ministre qui est là, lui aussi qui a entendu au niveau du tribunal criminel spécial, on croise les doigts de ne pas voir un autre gouvernement, tout un gouvernement en prison. Ok. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se dit que des ministres sont interdits de sortir du territoire. On parle de près de 16 ministres ou 23 ministres qui sont interdits de sortir du territoire et 146 personnalités de l'État qui n'ont pas le droit de sortir du pays. On espère Carole, que la lumière va être faite sur cette affaire. Covid-Gate au Cameroun, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de demander, à part ça, déjà ça c'est très consistant, ça fait beaucoup, à part ça, à part la pluie également qui frappe fort sur les toits, à part ça, il y a quoi encore? Je vais m'aligner sur ce que vous avez demandé tout à l'heure à Marisa, lorsque vous avez chuchoté qu'il paraît que ça aidait à la libido. Vous voulez revenir dessus? J'ai parlé doucement. J'ai pas parlé fort. Hein? Je vais continuer dans la même lancée. Il y a un article qui a été publié par un journal, un quotidien de santé, pour ne pas le nommer Éco-Santé, qui a titré 144 rapports sexuels recommandés par an selon les sexologues. Donc, j'ai pas bien compris. Sans quoi? Ce journal Éco-Santé a mis en une son édition, je pense c'est l'édition du mercredi ou du jeudi, l'édition du vendredi plutôt, que 144 rapports sexuels étaient recommandés par an. Je ne sais pas si vous le voyez là. Par an, hein? Oui, on le voit. Par an. Oui, recommandé par un sexologue. C'est beaucoup, c'est peu? Il faut que les... Pardon? Alors, Carole, c'est beaucoup, c'est peu? Et ça concerne qui? Les hommes ou les femmes? Ou les deux? Il y a comme un ouf de soulagement dans les réseaux sociaux. Il y a comme un ouf de soulagement, surtout du côté des hommes. Surtout du côté des hommes qui disent
aux femmes, vous voyez, voilà, quand on vous demande, vous fâchez, vous portez Carole, les pantalons jeans. Carole, vous n'avez pas répondu à ma question, Carole. Mes questions sont précises, Carole. Est-ce que ça fait beaucoup ou ça fait peu? Parce que l'année compte 365 jours. Vous posez la question à la femme que je suis ou non, par rapport à l'article que vous avez lu. Alors, à l'intérieur de l'article, on dit c'est beaucoup ou c'est peu? Ou bien c'est si on fait, c'est une moyenne ou c'est le minimum? Non, allons-y tout doucement. Si on dit 3 rapports, peut-être 3 rapports par semaine. Par semaine, hein? On a 52 semaines, ça fait 3 rapports fois 52. C'est normal. Ça fait 150 plus 6. Ok, d'accord. Et ça concerne qui? Les hommes, les femmes? 3 rapports fois 52. Les hommes plus que les femmes ou les femmes plus que les hommes? Non, tout être humain. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Carole. Non, il y a beaucoup de gens. C'est ce que l'article dit. Tout être humain a droit à au moins, on dit au moins 144 rapports sexuels par an. Ok. Si vous le dites, si vous nous avez cité ça, c'est que c'est très important. C'est important, Mamie Samb? Si je vous posais la question, c'est peu ou c'est beaucoup? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux dire, moi? je pose la question à Mamie Samb. Non, je n'en sais rien aussi. Mamie Samb ne veut pas répondre. Non, je n'en sais rien. Mamie Samb ne veut pas répondre. Il faut répondre, ça fait rien. Mais ça fait partie de la vie. Mais je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai aucune notion. Oh, bon, ok. Alors, on va revenir à ça. Je pense que c'est un très bon sujet. On va revenir à cela. Marisa dit quoi? Non, moi, comme Marie Samb, je ne sais pas. Hein. Ça donne le sourire à Marisa? Je suis toujours souriante. Non, le sourire est plus grand, là. Ah non, mon sourire est toujours le même. D'accord, ok, à tout à l'heure. Alors, Mamie Samb, Dakar n'a pas chômé. Non, pas du tout. On ne chôme pas à Dakar. Hein. Non, on ne chôme jamais. Il y a des événements, il y a des faits, des fois malheureux, d'autres très heureux. Alors, j'ai parcouru la presse sénégalaise et il y a un fait qui m'a vraiment frappé concernant un monsieur, Boy Djiné. Ah, c'est qui ça? Le jeune Djinn. Non, mais lui, c'est The Serial Evader. C'est-à-dire, c'est le champion, mais c'est l'as, Baimo Dufal, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, alias Boy Djiné. Eh bien, voilà un prisonnier qui s'est évadé au minimum 10 fois. On compte une douzaine de fois. Chaque fois qu'on met la main sur lui, on le coffre, voilà, il ressort tranquillement. Et dernièrement, eh bien, il s'est encore évadé de la prison camp pénal de Liberté 6. Et voilà, c'est vrai qu'il a été chopé, mais il s'est permis quand même de faire le buzz. Voilà, d'aller faire tranquillement sa déclaration sur une chaîne de télévision sénégalaise où il dénonce les lenteurs administratives concernant donc son dossier qui devrait être ouvert, juridiquement parlant. Donc le gars, il s'est accordé, à lui-même, il s'est auto-accordé une liberté provisoire qu'il juge légitime, forcée. Et non, mais Boy Djiné, c'est quand même un phénomène. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait pour se faire pincer comme ça tout le temps? Quels sont les méfaits de ce garçon? Non, je pense que vraiment avec l'habitude qu'il a de s'évader tout le temps, finalement, je pense que les limiers connaissent un peu la personnalité de ce prisonnier-là. Et voilà, il réussit à se faire choper. En 2006, on l'a chopé presque à la frontière guinéenne. Je veux dire, voilà quelqu'un... Finalement, il devient sympathique. On se demande, voilà, sympathique. Et c'est vrai, c'est là où les autorités ainsi que les droits de l'hommiste se sont posés des questions sur cette facilité qu'il a quand même de s'évader tout le temps. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un complice qui l'aurait aidé? On ne sait pas. En tout cas, je pense que des décisions vont être prises dans les jours à venir. Est-ce que déjà des têtes ne vont pas tomber? On se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que quand même, Boy Djiné, à force de s'évader, mais plusieurs fois, il ne fait pas que la une de l'actualité
l'actualité du Sénégal, mais partout, c'est que il est pire que Prison Break en fait. Alors on va demander à Boy Djiné de mettre son intelligence du côté positif pour faire des choses bien. Ce serait bien, ce serait bien. Surtout qu'il a l'air intelligent, malin et tout. Oui, mais je veux dire toujours coincé pour des activités d'association de malfaiteurs, entre autres, toujours en détention d'armes blanches. C'est quelqu'un qui a la cote, mais de manière vraiment très très négative. Ouais, de manière très très négative. C'est pas un exemple à copier. C'est un cas, par contre, un cas de réflexion pour tout le monde. Et je pense qu'on devrait régler cette histoire d'évasion une bonne fois pour toutes et peut-être le mettre dans une prison où il y a encore plus de sécurité. Alors, on va noter qu'il faut que l'administration, la justice fasse son travail avec beaucoup de célérité. Et voici un prisonnier qui vient à la télévision et qui déclare que c'est trop lent. C'est trop lent, voilà. C'est tellement lent que c'est tellement lent que voilà, décidément, j'ai décidé de prendre une liberté provisoire. Voilà. Forcée, méritée. Ok. Malheureusement, il n'y a pas que cette affaire rocambolesque, il y a aussi des confrères qui ont péri dans un accident terrible, difficile, et ça a endeuillé le monde de la presse au Sénégal. Oui, bien sûr, et ce sont nos confrères du site d'information Leral qui étaient partis assister ou accompagner le président de la République dans sa tournée économique, justement, le chef de l'État qui était à l'intérieur du pays ces derniers temps, et ils ont eu un accident voulant éviter un camion. Eh bien, leur voiture a fait des tonneaux et il y a eu 3 morts, un journaliste, un technicien et le chauffeur, et 2 autres qui sont encore blessés et donc traités au niveau de l'hôpital. On leur souhaite un prompt rétablissement et on en profite pour présenter nos condoléances à tous nos confrères de l'ERAL. Ouais. Et on espère que on dira plus jamais ça. Et nos condoléances, comme vous l'avez dit, à tous nos confrères. C'est des situations qui endeuillent le monde de la presse. Et on peut dire merci au président Macky Sall qui s'est déplacé, qui est allé sur les lieux de l'accident et qui a décidé de continuer sa tournée presque sans tapage. Il le fallait, je pense, puisque ce sont des journalistes qui étaient vraiment dans l'exercice de leur fonction. Parfois, malheureusement, on est appelé à accompagner ou un chef de l'État ou un leader politique durant des tournées qui prennent des jours, et c'est des vitesses de conduite, c'est énormément de fatigue. Je veux dire, on est tout le temps exposé malheureusement à ce genre de situation. C'est bien que le chef de l'État puisse vraiment porter main forte à toute cette équipe de l'ERAL, mais au-delà de tout cela, puisque la tournée économique était déjà programmée, donc il fallait la faire effectivement et ne pas arrêter toutes les activités de l'État, mais voilà, le faire de manière sobre. Ce n'est que du respect à l'endroit de la presse en général, mais surtout à l'endroit de nos confrères qui ont péri dans cet accident. Et c'est l'occasion de dire à tous les automobilistes, à tous les usagers de la route, pendant le week-end et même en pleine semaine, il faut faire attention. La vitesse est un facteur aggravant quand il y a un accident, donc il faut rouler doucement, il faut des fois aller au pas et faire en sorte que le code de la route soit respecté. Vous vous rendez compte qu'entre 2017 et 2020, au Sénégal, il y a eu 3000 morts dans des accidents de route. Ça fait beaucoup. Les chiffres sont alarmants. Il y a tellement d'accidents de voitures au Sénégal, à l'intérieur du pays. Et parfois, effectivement, c'est dû à des excès de vitesse. Parfois, c'est la fatigue. Parfois, on dépasse n'importe comment. Quand il y a un camion qui arrive, on n'a pas le temps ou le réflexe de pouvoir retourner sur la ligne. Je veux dire, il y a aussi la fatigue des chauffeurs, des transporteurs qui ne dorment pas assez. Beaucoup de choses. Et malheureusement, 3000 morts quand même entre 2017 et 2020. C'est énorme. C'est beaucoup. Et je pense que c'est comme ça, de manière générale, en Afrique. Il y a beaucoup d'accidents de circulation. C'est beaucoup. Il faut respecter le code de la route. Il faut rouler en respectant les limitations de vitesse. Ok. Voilà, on a la température à Libreville. On a eu celle de Dakar avec Mami Sam. Libreville, c'était en compagnie de Marisa. Douala, c'était en compagnie de Carole. Il faut dire que on dit prompt rétablissement à Adrienne qui n'est pas présente aujourd'hui sur ce plateau. On lui dit il faut faire vite, de guérir, et puis on se retrouve
retrouvera la semaine prochaine. Mais faisons en sorte que tout aille bien. Oui. Il faut que tout aille bien. C'est un peu le rôle de Ça va chauffer. Et la musique qui arrive maintenant, c'est la toute première. Nous avons choisi un garçon fantastique, quelqu'un qui marche très bien, un monsieur sérieux. Très talentueux. Dans son art. Et lui, il ne souhaite même pas, il dit tout va bien. Voilà. Il s'agit de Lokwa Kanza. Tout va bien. À rester positif, à garder le sourire, quelles que soient les difficultés de cette vie. La vie n'est pas facile, mais en même temps, rien ne vaut la vie, comme on dit, et il faut faire en sorte de rester positif, de l'apprécier, de l'aimer, d'aimer les gens qui sont autour de nous et de faire en sorte que, bon, les choses se passent malgré tout bien. Et avec ce sourire de Lokwa Kanza, je crois que, bon, on est content quand même ce matin, ce samedi matin, pour ramener ce week-end, faire en sorte qu'il soit tout frais et qu'il fasse du bien aux uns et aux autres. C'est un magnifique choix de chanson que vous avez fait. Lokwa Kanza, cet artiste qui est d'une dimension mais internationale avec un talent fou. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Ok, mais il y a un jour de la semaine, oui. La semaine qui est passée, un jour important, c'était le 31 mai. Oui. Le dernier jour du mois de mai. Si vous vous souvenez, c'est une journée décidée par l'ONU, journée sans tabac. Alors, ça fait sourire un peu, campagne anti-tabac, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on se rappelle même que nos États se battent contre le tabac? C'est pas très sûr. La journée mondiale sans tabac a lieu le 31 mars chaque année. Cette journée constitue une occasion d'informer et de sensibiliser la population sur les effets nocifs et mortels du tabagisme actif et passif. Le thème de l'Organisation mondiale de la santé pour 2021 a été s'engager à arrêter. Le tabac est la première cause de mortalité prématurée et surtout évitable. Cette épidémie tue environ 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Plus d'1,2 million d'entre ces morts sont des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée du tabac. Les lois imposant une interdiction totale de fumer dans les lieux publics comme les bars, les restaurants, les lieux de travail semblent être molles ou mises aux oubliettes, sans compter que les campagnes de sensibilisation qui ont été menées n'ont peut-être pas été d'une grande efficacité. La vente du tabac est toujours aussi facilement accessible, même au détail, et qui plus est par de jeunes enfants. Le tabagisme est d'autant plus inquiétant que le phénomène atteint de plus en plus toutes les couches de la population. Face au ravage du tabac, des questions fusent. Quelles sont les actions menées par les pouvoirs publics pour stopper le phénomène du tabagisme? Pourquoi ne sont-ils pas nombreux les pays africains qui disposent d'une politique efficace de lutte contre le tabagisme? Enfin, que perdraient nos États à définitivement interdire le tabac? Le tabagisme constitue pourtant un véritable problème de santé publique, un fléau. Chère Georgette, que préconisez-vous contre le tabac et ses effets ravageurs en Afrique? Cher Mamie Sambo, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que le 31 mai, on se rend compte que, il y a une journée sans tabac. On essaie de parcourir tous les jours qui sont passés, toutes les semaines passées, les mois passés, et on se rend compte qu'il n'y a presque rien qui est fait contre le tabac dans nos pays. Je pense qu'il y a énormément de choses à refaire. Vous vous rendez compte, quand justement cette journée de célébration arrive, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fumeurs qui ne savent même pas que le 31 mai, c'est la journée internationale sans tabac. Donc, on ne peut pas combattre quelque chose, on ne peut pas combattre un fléau sans pour autant mettre l'accent sur la communication. Et la communication, bien entendu, c'est en amont et c'est également en aval. Avant l'arrivée du 31, déjà, je pense que sur le plan de communication, déjà, on devrait pouvoir sentir que cette journée, elle est là, elle arrive, et qu'il y ait au moins cette volonté-là. Pas seulement en parler et le mettre dans un calendrier, après le mettre complètement aux oubliettes. Ensuite, il faudrait que les pouvoirs publics, de manière générale et dans chaque État, prennent plus de mesures, mais des mesures strictes.
pas dans le sens où on pourrait totalement, mais de manière brutale, interdire aux gens de fumer, mais réglementer la chose. Il faudrait pouvoir mettre des règles conformes pour que les fumeurs déjà tentent d'essayer d'arrêter de fumer. Les fumeurs n'en fument pas les autres. Oui, c'est tout un processus, mais après, que les fumeurs n'en fument pas les autres, justement, dans les lieux publics, dans les lieux de travail, dans les restaurants, un peu partout, on voit malheureusement des gens fumer dans un espace où il y en a d'autres qui ne supportent pas la cigarette, ni l'odeur, ni la fumée, et c'est encore même plus dangereux de respirer la fumée de la cigarette quand on ne fume pas. Ouais. Donc, du moment qu'on part sur cet axe-là, il ne faudrait pas seulement faire que des campagnes de sensibilisation, dépenser beaucoup d'argent pour qu'après ça ne suive pas. Il faut mettre des règles. Et les règles-là, ou les lois, ne sont pas faites seulement pour être votées et pour ne pas les appliquer. Nous, ici en Afrique, on a l'habitude de voter des règles, mais on n'applique jamais. Les lois sont là, mais il n'y a pas d'application sur le terrain. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, malheureusement au détriment d'autres personnes. Et le tabac, c'est extrêmement nocif, et pour le fumeur, et pour les gens qui supportent encore. J'ai envie de faire un jeu de mots. Les campagnes anti-tabac ne font pas un tabac. C'est ça. Nulle part en Afrique. C'est votre avis, Carole. Vous êtes à Douala. À Douala, celui qui a envie de fumer, il fume où il veut, comme il veut, et on peut envoyer un enfant acheter de la cigarette, même au détail. Qu'est-ce que vous en dites? Carole? Carole est-elle là? Bon, alors je pose la même question donc à Marisa. Marisa qui se trouve à Libreville. Comment ça se passe à Libreville au Gabon? Ok, Jean. D'accord. Allez-y à Marisa. Ok, je reviens à vous tout à l'heure, Carole. Alors Marisa, allez-y. Alors, sur la question de savoir comment ça se passe à Libreville, le phénomène il est le même un peu partout en Afrique et je pense en Europe aussi. Le tabac prend de l'ampleur. Maintenant, par rapport au fait que les campagnes, quand on parle de journée mondiale de lutte contre le tabac, mais que ça ne fasse pas réellement un tabac ou qu'on ne voit pas des avancées concrètes sur le terrain, moi je pense que c'est une sorte, surtout pour les pays africains, c'est une sorte d'hypocrisie voilée, je peux le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit de consommer du chanvre, beaucoup d'autres produits dans ce sens-là dans nos pays. Il y a des réglementations qui l'interdisent formellement. Je crois que beaucoup d'études ont montré que ces plantes pourraient être utilisées dans d'autres domaines et être bénéfiques. Donc, si on se rend compte, moi, je ne fume pas, mais j'ai plusieurs fois vu des images sur Internet où on montrait le poumon d'un fumeur et le poumon d'un non-fumeur. C'était à la limite choquant. Et donc, si les médecins se rendent compte de cet effet néfaste-là sur la santé, je pense que les pouvoirs publics doivent pas agir à un niveau beaucoup plus grand. Marisson le disait tout à l'heure, il y a plein de campagnes de sensibilisation qui sont menées. Moi-même, sur mon téléphone, je reçois des messages à chaque fois, attention au tabac, attention à l'excès d'alcool et tout. Ah, mais ça, c'est et bien, on se rend compte que Pardon? J'ai dit ça, c'est bien, de recevoir des messages de sensibilisation, ça c'est bien. Il y a des messages, oui. À chaque fois qu'il y a une campagne de publicité, une campagne de sensibilisation, majoritairement on reçoit des messages que ce soit en rapport avec le paludisme, avec le VIH-Sida, avec la lutte contre le tabac, l'abus de l'alcool. On reçoit des messages, mais on se rend compte que après tous ces efforts-là, il y a quand même un grand nombre de fumeurs qui restent, qui continuent de le faire. Et ce n'est pas... La problématique, c'est qu'ils ne se mettent même pas en danger eux-mêmes. En fait. Ils mettent également en danger les non-fumeurs. Moi, par exemple, je suis asthmatique. Je me trouve à un endroit où il y a des fumeurs. Je suis encore beaucoup plus exposée que le fumeur lui-même. Et chez nous, on a un article dans la Constitution qui relève de mettre la vie d'autrui en danger. Et c'est un article qui a été soulevé avec la pandémie de la COVID-19 qui disait justement qu'en s'exposant, on exposait les autres et que pour ça, on était passible de peine d'emprisonnement ou de lourdes amendes.
je pense que cet article-là peut également être remis en avant dans la lutte contre le tabagisme parce qu'on expose également la vie des autres. Donc, de prendre des décisions radicales, de mettre des personnes, si on veut une police spéciale pour veiller à l'application de ces lois-là et de mettre, vu que le processus est progressif, de mener des politiques sur le court, le moyen et le long terme. Déjà de dire que par exemple, à court terme, sur par exemple 5-10 ans, il y a des endroits réglementés pour fumer. On ne fume plus n'importe où parce que dans la rue, partout, les gens fument comme ils veulent. On pourrait prendre des endroits spécifiques pour fumer et à partir du moment où on attraperait un fumeur hors de ces endroits-là, eh ben, il serait sanctionné. Ça peut être une politique à court terme. Une politique et d'élever le prix des cigarettes aussi, mais bon, ça a déjà été fait. On a vu que malgré cette élévation, ça n'a pas réellement dissuadé les fumeurs. De lever le prix au maximum, de mettre des endroits spécifiques pour les fumeurs à court terme, à moyen terme, commencer à, je sais pas, limiter. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent sur la question et je suis sûre qu'avec les compétences qu'ils ont en la matière et les études qui ont été menées, ils peuvent poser des réelles actions. Mais après, je pense que c'est plus une histoire de volonté qu'autre chose. Et il y a plein de lobbies là derrière. Il faut dire que c'est un grand business et on va dire les personnes qui sont responsables des économies de nos pays n'ont pas forcément envie de perdre ce gros plus dans l'économie du pays, mais qui, à contrario, crée beaucoup de malades. Et donc, voilà, c'est encore compliqué. Je pense que c'est réellement une question de volonté. Ok, même ça, Marisa, il faut le dire, ce que gagne un État, on va prendre une formule, supposons que l'État gagne 50 milliards, mais il perd 150 milliards. C'est un peu, voilà, cette situation-là qui prévaut. Donc, voilà, si on gagne 50 milliards et qu'on perd 150 milliards, il y a un choix. On de l'autre côté parce qu'il faut soigner la population. Je pense que on ne gagne finalement rien, on perd. Mais le problème, c'est qu'ils doivent pouvoir avoir cette vision-là sur le long terme, alors que le problème avec nos États, c'est qu'en général, ils ne se projettent pas. Alors, vous avez parlé de court terme, de moyen terme et de long terme. Nous, on va aller dans l'immédiat, hein, là, immédiatement. Oui, dans l'immédiat, comme je le disais. Je vous propose quelque chose dans l'immédiat. Dans l'immédiat, de trouver des endroits fixes, parce que on sait bien que c'est compliqué, c'est une addiction de dire à un fumeur que du jour au lendemain, tu ne fumes plus. Okay. Mais déjà, de trouver des endroits précis où ces personnes-là fumeraient. Et si on les trouve en train de fumer en dehors de ces endroits, elles auront des amendes. Voilà. Et aussi inciter ces personnes à aller voir des psychologues parce qu'une addiction peut être traitée aussi de manière psychologique progressivement pour sortir rapidement de là. Merci beaucoup Marisa. Moi je reste dans l'immédiat et dans l'immédiat aujourd'hui en fouillant, Mami Samba et moi on a trouvé une jolie publicité anti-tabac. Je crois que elle date de 2010 mais elle est toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, si vous êtes fait venir en urgence, nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. J'attends vos propositions. On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et les enfants discrètement. Ah mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler ? C'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars vont peut-être leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas brûler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.
Voilà, les choses sont claires et nettes et je crois qu'il faut en tenir compte, surtout si on veut se développer. Hein, on pense au futur et la jeunesse c'est le futur. Il faut avoir des jeunes qui soient en bonne santé. Direction Douala. Carole, vous étiez en train de commencer à vous apprêter à répondre à nos questions sur les campagnes anti-tabac qui ne font aucun tabac. Carole? Oui, c'est comme la campagne anti-dépigmentation qui ne produit rien. Je pense que pour lutter contre quelque chose, il faut aller à la source, il faut aller à la racine. Qui fabrique les cigarettes? Qu'est-ce qui fabrique les cigarettes? Je pense que l'industrie du tabac, même si on avait annoncé il y a quelques années qu'elle mourrait de sa propre mort grâce à ces différentes campagnes de sensibilisation sur les méfaits du tabac sur l'organisme, on a cru qu'on avait entamé un pas vers le déclin de cette industrie-là. Et aujourd'hui, en 2021, avec encore le coronavirus qui a obligé certaines personnes à rester cloîtrées dans les maisons, confinées dans les maisons, des personnes qui n'avaient plus, qui voyaient leur vie noircir au jour le jour parce que des gens ont perdu leur emploi à cause du coronavirus, d'autres étant obligés de vivre 24 heures sur 24 avec son épouse ou avec son époux. Ça crée du stress, on est beaucoup stressé, les gens courent vers le pain quotidien tous les jours, alors ça joue ici dans la tête. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens pour oublier ce stress-là. Et ça passe par la consommation du tabac. Ouais. Malheureusement. Ouais. Donc, le coronavirus a augmenté est venu aggraver la situation. On croyait que l'industrie déclinait. Le coronavirus est venu aggraver la situation. Que faut-il faire? Proposition. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, le ministère de la Recherche scientifique, etc., etc. Vous pensez qu'en Afrique, les autres qui ont déjà créé des points de consommation de tabac pour les fumeurs, des espaces fumeurs, c'est voilà, pour essayer de circonscrire les méfaits du tabagisme chez les non-fumeurs. Nous n'en sommes pas encore là ici en Afrique. Vous prenez votre moto au Mali, au Cameroun, au Burkina Faso, vous prenez votre moto pour aller quelque part. Celui qui vous transporte est en train de fumer et comme il est en train d'avancer, le tabac va directement vers vous et vous inhalez. Et ça se passe comme ça devant le maire de la commune, le maire de la commune qui lui-même est fumeur, le gouverneur de la région qui lui-même est fumeur, le ministre de la Recherche scientifique qui lui-même est fumeur. Vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va faire quoi? Ok, je pense que... Quand on parle de cigarettes, on parle de son cousin, son frère direct, là, la drogue, qui est encore plus grave chez les jeunes. C'est tous les jours que les gens plantent... Vous savez qu'on a le tabac, il est africain, il est asiatique, il est aussi africain. On le plante déjà derrière la maison. Hein. On n'a plus besoin d'aller de débourser 25 francs, 50 francs, même si on augmente le prix. Les gens vont planter ce tabac derrière les maisons. Ici au Cameroun, dernièrement, il y a quelques mois, le gouverneur de la région de l'Ouest, le grand ouest du pays, l'une de nos régions minières, ont saisi des tonnes de tabac derrière la maison d'un individu. Des tonnes, hein? Des plantations de tabac qu'il cachait avec des plantations de manioc. C'était un peu tout, mais il y avait beaucoup plus de tabac à l'intérieur. Ça, c'est quelqu'un qu'on a saisi, mais pour d'autres, pour les personnes qui font du thé, les industries qui font du thé, qui profitent du laxisme du gouvernement pour ajouter du tabac derrière leur champ de thé. Ces grosses industries-là, elles sont en Europe, mais elles sont aussi ici. Ici, on fabrique le tabac brut. Le tabac brut. Alors, je pense qu'il faudrait une police spéciale. Il faudrait une police spéciale dans chaque commune du
d'arrondissement ou de district, je ne sais pas quoi, des villes camerounaises pour déjà lutter à la racine, comme je vous le disais, c'est-à-dire aller saisir, attraper ces personnes qui plantent, qui cultivent le tabac. Qui cultivent le tabac. Mais ça va se passer comment? Parce que le tabac est également utilisé comme produit pharmaceutique. Le tabac est également utilisé parce que moi, je me rappelle quand j'avais... Ça encore, ça peut s'accepter, mais faut pas... Oui. Moi, quand j'avais à peu près 8 ans, je m'étais blessée ici avec une lame de rasoir. Et qu'est-ce que au lieu que ma grand-mère m'amène à l'hôpital parce que elle a mis de la poudre de tabac. Elles ont toujours leur remède. Hein. Elle dit que ça va perdre du temps aller à l'hôpital et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du tabac. Elle a pris du tabac écrasé. Qu'elle a mélangé avec un peu de piment. Ça fait très très mal, hein, genre. Qu'elle a mélangé avec un peu de piment. Et elle m'a mis cela sur cette blessure. Elle vous a pas mis cela dans le nez? Aller à l'hôpital, j'aurais jusqu'à aujourd'hui une grosse cicatrice ici. Mais je vous assure que ce tabac m'a guéri en moins d'une semaine. Ma blessure s'était refermée. Alors ça, c'est le tabac qui guérit. Hein? C'est le tabac qui ne rentre pas dans le nez. C'est pas la nicotine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le même tabac est utilisé pour fumer. Oui. Est-ce qu'on est dans un dilemme? Mais face à ce dilemme, nous pensons qu'il faut prendre des décisions. D'abord, il faut commencer par la bonne volonté. Il faut que nos États fassent preuve de bonne volonté, prennent conscience de la dangerosité de la cigarette, se rendent compte que les plus grands fumeurs sont les plus jeunes. Et si on veut, encore une fois, se développer avec une population jeune et vigoureuse, eh bien, il faut prendre des mesures contre le tabac, sans oublier que c'est vrai, d'un côté, il y a des gains, il y a des emplois, il y a de l'argent qu'on gagne, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on perd. Et quand on regarde le rapport, tout à l'heure j'en parlais, vous gagnez 50 milliards, vous perdez 150 milliards. Il faut faire un choix. Et nous avons choisi de diluer tout ça dans la musique. Je crois que notre chère Marisa va apprécier. Nous avons choisi Lacho. Lacho, c'est quelqu'un qui marche très fort au Gabon, il marche très fort en Afrique et c'est un morceau que j'aime bien, que vous allez apprécier, cher Mami Sam. Lacho, il chante le bangando. Le bangando, c'est un morceau qui fait un tabac, hein. Pour rester dans le ton du tabac. Ça bouge. Qui fait un tabac. Le bangando, on peut dire que Boy Djiné est un bangando. Ah bon, d'accord. Bangando, c'est comme ça? Comment on prononce? Le bangando, j'espère que je le prononce bien. Ok, mais en tout cas, c'est un morceau qui fait mal, qui fait beaucoup de bien. Quand on dit ça fait mal, c'est que ça marche très fort. Allez, on continue sur notre lancée pour vous proposer maintenant de prendre des notes sur les activités culturelles, artistiques organisées sur le continent concernant l'Afrique ou des fois en dehors du continent. Notre zigzag. Le Marrakech du Rire est un festival qui rassemble des humoristes marocains et étrangers de renommée nationale et internationale. Il se tient chaque année au début du mois de juin à Marrakech. Au menu de ce festival, de la bonne humeur, de l'humour, sketch, spectacles de danse, musique, rencontres avec les artistes, etc. Parmi les plus grands humoristes qui assistent régulièrement à ce festival du rire, il y a Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Franck Dubosc, Omar et Fred et d'autres stand-uppers. Le Marrakech du Rire constitue une raison supplémentaire de venir découvrir Marrakech. Le festival permet d'égayer vos soirées, de rire un bon coup, tandis que les journées sont consacrées à la visite de Marrakech. Musique métisse est bien présent ce début du mois de juin à Angoulême, les 4, 5 et 6 juin 2021, à l'esplanade des Chaïs Mégalis. Cultivateur de curiosité et des fricheurs de talent, il mêlera artistes de grands noms de la sono mondiale, des groupes montants de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi Ayo, Gaël Faye, Emir Kusturica ou encore Nyawa Diffusion, côtoie Faune Bois, Pilani Boubou, Akoda, Umtoro Chamou, l'enfant sauvage. L'événement continue de propager la diversité
diversité en érigeant des passerelles entre la musique, la littérature et le cinéma. Littérature métisse offrira des moments de rencontre privilégiés avec des auteurs des 4 coins du monde, tandis que Ciné Métis proposera de voyager à travers des films témoins du monde aujourd'hui. Un voyage sans frontières à l'image de ces musiques du monde splendides et inspirantes pour rattraper les moments manqués. Célébration de la journée de l'environnement ce 5 juin 2021. Le thème retenu cette année est restauration des écosystèmes. La cérémonie officielle a lieu à Toubacouta sous la présidence du ministre Abdou Karim Sall. Tous les ans, pendant 2 jours au mois de juin, la ville de Dakar organise le Festival de l'environnement. Le but de cette manifestation est de sensibiliser les populations aux problèmes de pollution dont souffrent la baie de Han et le parc. De nombreux débats et ateliers sont organisés durant le festival. En littérature, nouveau roman Frères de l'ombre, Nadia Atroubi Saf plonge une nouvelle fois dans les silences de l'histoire pour écrire une œuvre sur l'histoire française des tirailleurs sénégalais. L'auteur veut combler les trous mémoriels de l'histoire en s'emparant du destin de ces derniers. Nadia Atroubi Saf s'inscrit dans le chemin d'œuvre qui ont raconté des pans de leur histoire des tirailleurs, comme le film Le camp de Tcharoy d'Ousmane Sambène ou encore les romans Le terroriste noir de Thierno Monenembo et Le chant noir des baleines de Nicolas Michel. Rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, auteur de plusieurs essais, Nadia Atroubi Saf vient de lancer sa propre maison d'édition. Oh my God! Non mais quand on a décidé de se battre, il faut y aller, il ne faut pas fuir. Il a fui comme il a pu. Vous avez déjà dit ça à quelqu'un après un repas, je te considère comme un frère? Oui, bien sûr, oui. Vous avez fait ça? Oui, bien sûr. Oh, le malheureux. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais bon, on aura quand même profité d'un bon repas. Ça, c'est l'aspect positif. Après, c'est vrai que... Quelqu'un vous drague, il vous invite à manger, tout ça fait à la fin du repas. Oh non, je te considère comme un frère. Vous savez, nous les femmes, on adore manger de toutes les façons, donc il ne faut jamais nous inviter à manger si vous voulez nous faire la cour. Parce que l'addition va être salée et vous risquez d'avoir une réponse négative. Surtout, il ne faut pas dire on va se reposer. C'est clair. Tout est possible, en tout cas. Ok. Vous savez qu'à cette émission, c'est vrai, on rit, on débat, mais aussi on porte certaines personnes exceptionnelles sur des podiums. Et voici un garçon qui n'arrête pas de glaner des distinctions. Il s'agit de Didier Drogba. Didier Drogba, l'international, l'ancien international ivoirien, et bien, qui a été sacré docteur honoris causa cette semaine. Didier Drogba, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a été intronisé docteur honoris causa du RUSTA, le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique. Ce grade constitue la plus haute distinction honorifique accordée par le RUSTA pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine. Didier Drogba est la 3e personnalité à recevoir cette distinction après Marcel Zadi-Kessi, l'ex-PDG de la SODECI, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, et après aussi l'ancien directeur du FMI pour l'Afrique. L'icône du football africain a reçu au total plus d'une trentaine de distinctions, dont celle de meilleur joueur de l'histoire du club londonien Chelsea. Le titre de docteur honoris causa, qui lui a été décerné, honore d'abord un homme et un professionnel de grande qualité d'engagement social et sociétal, mais également un parcours exemplaire pour les jeunes générations, force vive future des nations africaines. Didier Drogba honore également un parcours de sportif de haut niveau, dont le rayonnement international est exceptionnel. Didier Drogba, fort d'une attitude généreuse, est l'un des plus beaux symboles de persévérance et de reconnaissance à la nation et à l'Afrique. Bravo Didier. Bravo. Je ne vois pas Carole applaudir. Et Marisa aussi. Marisa applaudit, n'est-ce pas? Alors, si je suis sûr... Comment? Marisa? Oui. Vous disiez?
Il y a quelqu'un... Non, je disais bien sûr que j'applaudis. Je ne peux pas ne pas applaudir face à un tel parcours, à un tel palmarès. Forcément, j'applaudis, je suis admirative. Et je ne suis pas très sûr que Didier Drogba, pour atteindre ses sommets, ait été un fumeur. Carole, n'est-ce pas? A été? Je suis sûr que pour atteindre ça, il n'a pas été un grand fumeur. Il n'a pas été un fumeur. Du tout. Non? Non, je pense que c'est quelqu'un qui est très très sobre. C'est l'un des joueurs mondiaux, hein. Je ne parle même pas au niveau du continent. C'est l'un des joueurs mondiaux qui donne de la fierté aux mamans du monde. C'est-à-dire, chaque maman aimerait avoir une fils comme Didier Drogba. Je parle plus sur le sens moral du terme. Vous savez ce qui se passe des fois hein, quand vous parlez comme ça, chaque parent va acheter chaque jour un ballon à son petit garçon. Il faut que tu deviennes un Didier Drogba ou un Samuel Eto'o. avec tous les honneurs qui vont avec, hein, il le mérite amplement. Moi, en fait, si Didier était devant moi, j'allais... Qu'est-ce que vous auriez fait? Si Didier Drogba était devant moi dans mon quartier, mon voisin, et qu'il était célibataire, j'allais le doter. Ça allait être le premier homme que j'allais doter. Oui. La dot allait être très lourde hein, et salée. Hein. J'allais vendre, j'allais... Ça n'allait pas être juste un repas au bout duquel on dit non, je te prends comme un frère. Hein. Non, un repas. Le repas, moi, tu m'offres un repas, après tu commences à avancer des paroles mielleuses, non? Ce n'est pas, je te considère comme un frère que je dirais, hein. Je dirais plutôt, attends un peu, c'est... D'accord. Pour ça, moi, tu m'as offert un poulet, c'est parce que tu m'as offert un poulet que tu penses que le poulet c'est quoi? Et je te rends ton argent, hein, prends ton... Non, Carole, on retient que vous allez payer une dot à Didier Drogba. En attendant, pour saluer justement ce mérite de Didier Drogba, dommage que Pilchéry ne soit pas là, elle aurait dansé très fort. Et bien, nous avons choisi... Vraiment, je regrette Pilchéry. On danse tous très fort, hein, monsieur Jean. Ce Didier Drogba, c'est pas juste la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est la fierté de l'Afrique. Oui, c'est un Africain, c'est un... Il a une dimension. C'est la fierté de l'Afrique. Il a une dimension mondiale. On danse forcément tous très fort. C'est quand même 20 ans de carrière professionnelle dans le football avec près de 360. Marisa, parlez pas trop fort. Parlez pas trop fort. Tout à l'heure, il y a, comment elle s'appelle, Mami Sam qui a dit, elle va vous demander ce que c'est qu'une chisa parce qu'elle a entendu ce mot-là dans la chanson Le Bangando. Mais allons-y avec José qui dit rebelote. Et ça, c'est pour saluer les grands mérites de Didier Drogba. Ça fait du bien. C'était pour saluer les mérites de Didier Drogba qui a été sacré docteur honoris causa par un réseau d'universités africaines et c'est très bien. Et c'est des exemples comme ça que la jeunesse africaine doit pouvoir suivre et nous en sommes bien fiers. Oui, très très fiers. En tout cas, félicitations à Didier Drogba. Je voulais demander aux filles, si vous le permettez, surtout à Marisa. Marisa, que signifie Chiza? Je veux savoir, qu'est-ce que c'est une Chiza? Chiza, c'est simplement, on dit souvent deuxième numéro ici, mais c'est pour dire maîtresse en fait. Okay. La petite copine qu'on a en cachette sans que la titulaire ou la femme qu'on a à la maison le sache. Mais pas n'importe quelle maîtresse, une maîtresse qui a le contrôle en fait. Ah bon, la Chiza. Et ça a pris toute l'Afrique, hein, ce mot, hein, la Chiza. Et c'est, si vous avez écouté le Bangando, si vous écoutez Chanel, vous allez entendre ça aussi. Ok, d'accord. Ok. Bon, un autre sujet qui fâche. Hier, c'était le 4 juin et c'était une journée qui a été décidée par l'ONU, Journée mondiale de lutte contre les agressions faites aux enfants. Voilà. Et les enfants, malheureusement, sont en danger dans nos différents pays.
Depuis 1992, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a choisi la date du 4 juin pour interpeller le monde entier sur un aspect difficile de la situation des enfants. La Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression a ainsi été instituée. Les 6 violations les plus courantes en temps de guerre sont le recrutement et l'utilisation d'enfants, les meurtres, les violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre les écoles et les hôpitaux et le refus de l'accès à l'aide humanitaire. Bien malheureusement, ces violations n'ont plus seulement cours qu'en temps de guerre. Ça va chauffer de Label Télévision saisit ce prétexte pour rappeler qu'au Sénégal, le spectacle de hordes d'enfants transformés en mendiants par des adultes est lamentable. Chaque ville africaine a ses enfants dits de la rue, victimes innocentes de toutes sortes d'exploitations illicites et d'abus abjects. Au Nigeria, les kidnappings d'enfants constituent désormais une interminable série noire. Il y a à peine quelques jours, des dizaines d'enfants ont encore été enlevés par des hommes armés dans une école privée musulmane de la région du centre-nord du pays. Environ 200 enfants se trouvaient dans cette école au moment de l'attaque en plein après-midi. Plusieurs d'entre ces enfants ont réussi à s'enfuir, mais les ravisseurs en ont pris plus de 100 avant d'abandonner ceux qu'ils considéraient comme trop petits, âgés entre 4 et 12 ans. Le 24 mars dernier, l'UNICEF s'était déjà profondément scandalisé de la récurrence de ces enlèvements. Chère Georgette, que faut-il mettre en place pour protéger les enfants, ces êtres sans défense, et les mettre hors des multiples dangers qui les guettent? Voilà, la question est posée. Je commence par Carole. Vous êtes à Douala. Je sais que c'est sûr, dans les rues de Douala, on a des enfants qui déambulent, qui ne vont pas à l'école. Et comme si ça ne suffisait pas, ces enfants sont victimes d'abus sexuels, d'exploitation, d'agression. Je vous assure que ce phénomène fait tellement mal, qu'on soit maman ou pas, ça fait tellement mal pour quelqu'un qui a un peu d'amour dans son cœur. Il y a une vidéo qui a circulé pendant des semaines ici au Cameroun, une vidéo très récente d'un monsieur qui était en train de noyer un enfant d'environ 7 ans. Et la maman était là et regardait. Ah oui? C'était le fils qu'elle avait amené en mariage. Elle regardait et elle a été interrogée. Ce qu'elle a dit m'a sidérée. Elle dit oui, l'enfant est trop têtu. Il mérite là. L'enfant de 7 ans qui était en train d'être plongé dans un puits d'eau. Et il criait, il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus. Et le monsieur était là. Tu vas me dire où tu as mis le morceau de viande? Tu vas me dire là où tu as mis le morceau de viande? Juste pour un morceau de viande qu'il voulait tuer un enfant de 7 ans. Je pense que et certaines femmes sont complices. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'il y a des filles qui sont violées, qui sont. Vous savez que le groupe X Malia, dans leur dernier album, ils ont sorti une chanson qui parlait des viols des filles dans les maisons. Et le clip de cette chanson a été censuré sur Trace TV. Censuré également sur certaines chaînes locales parce que on avait devant nous notre miroir. Dans ce clip-là, on nous montrait notre miroir, le miroir de notre irresponsabilité face à l'encadrement des enfants. Des filles, des jeunes filles, surtout c'est les enfants que les femmes emmènent en mariage. Le mari viole carrément l'enfant et la maman ne dit rien parce qu'elle ne veut pas perdre son mari. Ouais. Elle ne veut pas dénoncer à la police parce qu'elle veut garder son mariage. Et ça, c'est trop courant et c'est pas normal. Au détriment de son propre sang. Mais pourquoi est-ce qu'on accouche? Pourquoi est-ce qu'on accouche? L'enfant, c'est... Quand vous le mettez au monde, c'est un être humain. Il ne vous appartient pas. Il vous appartient quand il est dans votre ventre. Mais quand il sort, il ne vous appartient plus. Il appartient à l'État. Quand vous le maltraitez, il faudrait que l'État vous punisse. Que ça soit une règle. Que l'impunité soit vraiment éradiquée. Parce que même il y a quelques années ici, 2 enfants de 9 ans et 11 ans ont été retrouvés, 2 fillettes. Les fillettes ont été retrouvées dans une piscine chez un grand directeur général du banque. On parlait de noyade. On a dit que les enfants ont été noyés. Mais après l'autopsie, on découvre que ces filles ont été violées avant d'être noyées. Elles étaient en vacances chez leur tonton.
ils ont été violés. Et ça, c'est grave. Alors, la maman a eu peur de dénoncer. C'est tout le Cameroun qui était en émoi. On a dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi les enfants, les filles d'aujourd'hui, les petites filles sont violées dans les maisons et personne ne parle? Pourquoi les petits garçons sont violentés par les époux, les compagnons de leur mère? Personne ne parle. Pourquoi les enfants sont envoyés dans les rues pour vendre les arachides? Mais c'est pas ton enfant qui t'a demandé de le mettre au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Donc, occupe-toi de ton enfant. Alors ça, c'est le cri de cœur. C'est un cri de cœur. C'est le cri de cœur de Carole. Si tu l'as accouché par erreur, tu ne dois pas payer pour tes erreurs. Il ne t'a rien demandé. Ok, c'est le cri de Carole et je crois que ce cri de Carole, il doit toucher un certain nombre de personnes. Et il faut arrêter d'être complice de ce genre de choses. Il faut dénoncer quand des enfants sont maltraités et puis il faut que l'État prenne ses responsabilités. Marisa, je sais que vous avez votre commentaire. On l'écoute, on est tout oui, nous sommes avec vous. Vous êtes à Libreville. Moi, déjà, sur la question, je vais répondre à deux volets. Déjà, pour les enfants qui se font enlever aux abords des écoles, ça commence à être un phénomène fréquent dans la zone, au niveau du Nigeria ou encore dans la partie anglophone du Cameroun, où on parle des Ambazonie et tout ça. Là, on voit bien les enfants qui subissent des situations assez compliquées. Et ce sont des situations qui sont devenues répétitives. Donc, je pense qu'à partir d'un moment, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision de mettre des forces armées autour de ces écoles-là ou autour de ces endroits où il y a beaucoup d'enfants innocents, justement pour les protéger en cas de nouvelles tentatives d'enlèvement ou d'autres situations assez compliquées. Sur la question des enfants qui sont dans les rues et qui traînent au quotidien, parce que au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Je ne connais pas la législation dans les autres pays, mais au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à au minimum 16 ans. Et donc, pour ces enfants qui traînent dans les rues là, s'il y avait des patrouilles affectées à ces problématiques spécifiques, il suffirait de voir des enfants qui traînent dans les rues aux heures des cours ou avec des marchandises sur la tête, de demander de les emmener chez les personnes qui les ont envoyés et savoir exactement ce qui se passe. Après enquête, voir ce qui se passe réellement et quelle serait la décision à prendre dans ces situations-là. Au niveau du Gabon, il y a des opérations qui ont été menées. Il faut dire que chez nous, il y a beaucoup d'enfants qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. Les femmes, on va peut-être parler de trafic d'enfants que des femmes ont mené pour prendre des sachets d'eau, pour être ménagères dans les domiciles. Et à un moment donné, il y a eu des opérations qui ont été menées et il y avait des agents des affaires sociales qui étaient là justement pour prendre ces enfants-là dans la rue, leur demander de les ramener chez les personnes qui étaient leurs tuteurs, on va le dire comme ça, pour aller éclaircir la situation. Et il y a plein de ces personnes-là qui se sont retrouvées en prison. Et aujourd'hui, ça a freiné considérablement ce phénomène-là. On peut encore en trouver quelques-uns, mais ça a beaucoup freiné. Et je pense que si l'opération avait continué comme ça pendant longtemps, on devrait quand même arriver à de meilleurs résultats. C'est une stratégie qui pourrait être mise en place dans d'autres parties du monde également. Je pense que ça pourrait beaucoup porter leurs fruits. Maintenant, sur la question, on peut saluer les autorités gabonaises d'avoir engagé ce genre d'action. Comme vous le souhaitez, il faut que ça continue. Oui. Effectivement. Maintenant, sur la question des enfants qui se font maltraiter dans des maisons et dont les personnes n'en parlent pas, il y a un principe en droit qui est établi. La non-assistance à personne en danger. C'est condamnable au même titre que la personne qui a posé l'acte. Donc déjà de faire des campagnes de sensibilisation pour dire bien au voisinage et à tout le reste que si jamais on prend un enfant, il y a une affaire qui est révélée et qu'après enquête on se rend bien compte que vous saviez et que vous n'avez rien fait, vous allez avoir votre responsabilité engagée. Et je pense que c'est une stratégie qui a porté ses fruits en Europe. En Europe, on ne peut pas entendre un enfant crier ou voir un enfant avec des marques et ça passe. Peu
peu importe la personne, que ce soit du voisinage, la famille, à partir du moment où il remarque quelque chose de compliqué, il appelle automatiquement les forces de l'ordre qui sont voilà, pour dénoncer. Et ça, c'est parce qu'ils savent en fait que notre responsabilité sera engagée si jamais cette affaire sort et qu'on n'a pas dénoncé. Donc je pense que ça pourrait inciter les gens à dénoncer. Et au-delà de ça, quelque chose de plus important encore, je pense qu'on devrait mettre... Enfin, il y en a déjà des accompagnateurs des psychologues dans des écoles, mais ces psychologues-là ne font pas réellement leur travail. Alors qu'on devrait avoir des équipes qui soient capables de dire aux enfants que si vous subissez quelque chose à la maison, venez nous le dire. Enfin, ils sont psychologues, ils savent forcément comment amener un enfant à parler. Voilà. Merci beaucoup Marisa. Ici à Dakar, il y a le phénomène des talibés. On en a parlé, reparlé. C'est un phénomène que tout le monde regarde, que toute la société sénégalaise regarde, et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. On va même dire que c'est finalement un phénomène normal, tout ce qui est anormal, parce qu'un être humain qui est sans défense a quand même sa dignité. Et c'est important de le relever. Après, il y a tellement d'enfants qui errent dans les rues, qui sont soit dans des, disons, écoles coraniques, ou tout simplement, moi, je pense que c'est de la négligence, tout simplement, des parents d'abord, et une certaine irresponsabilité. Après, je ne peux pas rajouter grand-chose à ce que les filles ont dit. Elles ont vraiment résumé toutes les problématiques par rapport vraiment à cette souffrance qui est infligée, mais de manière permanente à ces enfants, que ce soit des enfants de la rue, que ce soit des enfants maltraités dans la maison. Et vous l'avez dit, cette culture de dénonciation doit être une habitude chez nous. On ne devrait pas pouvoir laisser passer des actes de ce genre concernant un enfant. Ça chagrine tout le monde quand on voit ces petits êtres qui sont sans défense être malheureusement maltraités ou sujets d'agression ou autre. Et c'est dommage qu'à l'ère où nous en sommes, les gens ne sont pas conscients malheureusement qu'un enfant c'est un adulte en devenir, et cet adulte-là doit pouvoir bénéficier de ses droits, on les connaît tous, ces droits fondamentaux pour les enfants, et de pouvoir les protéger pour que demain ils deviennent vraiment de grands hommes ou de grandes femmes dans différents états et nations. Et ce que vous avez dit est tellement vrai. Si on ne fait pas attention, eh bien, de toutes les façons, eh bien, le phénomène va nous revenir au visage dans quelques années, c'est-à-dire la criminalité va monter, beaucoup de fléaux vont s'amplifier, et voilà, la vie va devenir intenable. C'est dès le bas âge qu'il faut prendre ces enfants en charge, et il faut dénoncer toutes les difficultés qui leur sont infligées. Merci beaucoup Mamie Samb. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Marisa, vous êtes à Libreville. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci Carole, je crois que votre cri du cœur va toucher des mamans, des papas et les pouvoirs publics. Parce qu'il n'y a pas que souhaiter joyeux anniversaire à ma fille Kate. Ah d'accord, on lui fait un gros bisou. Joyeux anniversaire chérie. Elle est plus aujourd'hui. Ok. Et alors pour saluer tout ça et pour que ce week-end continue de bien se passer, joyeux anniversaire petite. Eh bien nous vous proposons l'un des meilleurs de sa génération. Il s'appelle Wally Seck et il chante pour vous Mamacita. C'est beaucoup plus joyeux. C'est vrai que le sujet que nous avons abordé il est difficile, mais qu'est-ce que vous voulez, la vie est faite de situations compliquées et de situations où on peut s'éclater et tout, mais il faut faire en sorte que ce qui est compliqué soit réduit à sa plus simple expression. Bon week-end à tous et à toutes, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là, au revoir, mais restez en compagnie des programmes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.